Bonjour à toutes et à tous. La musique hongroise est très à la mode au 19e siècle. Mais est-ce que ce qu'on entend de hongrois à Paris ou à Vienne est-il vraiment hongrois? Aujourd'hui, je vous propose d'examiner l'importance de la musique paysanne chez Béla Bartók. Au XIXe siècle, la Hongrie fait partie de l'empire des Habsbourg. Parmi les nations non germaniques qui le constituent, la Hongrie est celle qui conserve probablement le mieux ou le plus son identité politique, culturelle et linguistique. Entre 1867 et 1915, l'empire change de nom pour s'appeler l'Empire austro-hongrois. Il s'agit d'une double monarchie avec un siège administratif à Vienne et un deuxième siège administratif pour les régions non germanophones qui se trouvent en Hongrie à Budapest. Toute une série d'autres régions sont donc administrées par la Hongrie ou depuis Budapest, à savoir une partie de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie, de la Roumanie et de la Slovaquie. L'identité forte de la Hongrie passe aussi évidemment par la musique. On a une mode hongroise qui se développe après ce qu'on a pu avoir un peu avant au 18e avec cette fameuse mode persane. On a par exemple chez les classiques, chez Haydn en particulier, qui a employé des Esterházy, qui sont donc une famille aristocratique hongroise qui séjourne à Vienne, cette idée de faire des pièces dans un style hongrois. On trouve notamment un fameux rondo al hongarese dans un de ses trios de 1795. Parmi la génération romantique, on trouve évidemment encore cette mode du style hongrois, qu'on appelle d'ailleurs aussi parfois le style tzigane, qui est bien souvent associé à la musique pour violon, à une certaine forme d'émotion, à un rubato dans l'interprétation. Je peux vous faire écouter ici un exemple de Ruzicka avec une première partie qui est plutôt lente, dans le style rhapsodique avec beaucoup de rubato. Ce style tzigane a la particularité de se retrouver dans les parties lentes qu'on vient d'entendre, mais aussi dans les parties rapides qui sont très clairement influencées par la danse et ce qu'on peut entendre ici dans la suite de la pièce. Ce style tzigane est donc très imité, on le trouve par exemple chez Brahms ou chez Liszt dans de nombreuses rhapsodies hongroises. Je peux vous faire écouter ici un des exemples les plus célèbres qui vient de Brahms, tiré des danses hongroises, ici la numéro 5. Toute cette musique qui rappelle donc la Hongrie a une particularité, c'est qu'en réalité, il s'agit de musique urbaine, il s'agit de musique qu'on fait dans les grands centres, dans les grandes villes de Hongrie. Elle est donc peu représentative de l'immense territoire hongrois dans sa globalité. C'est dans ce contexte qu'apparaît notre compositeur Béla Bartók. Il naît en 1881, donc en plein post-romantisme. Bartók montre très jeune de grands dons pour le piano et puis un peu plus tard pour la composition également. Il va choisir d'étudier à Budapest et non à Vienne comme le font beaucoup. Il va donc étudier le piano avec un élève de Liszt et puis la composition avec Kösler qui est un des défenseurs du grand style austro-allemand et effectivement un peu éloigné de la véritable musique hongroise. Dans ses années de jeunesse, Bartók va donc pratiquer un style romantique marqué notamment par Brahms, mais aussi Richard Strauss, dont il entend d'ailleurs le fameux Also sprach Zarathustra en 1902 à Budapest, et ça va vraiment le marquer profondément. Rien ne destinait donc Bartók à devenir l'égérie de la musique hongroise, mais dans les années suivantes, il va faire deux rencontres absolument capitales pour lui. La première rencontre a lieu durant l'été 1904. Bartók séjourne au nord de la Hongrie, dans une petite ville. Dans la chambre d'à côté, il entend une transylvanienne, Lida Doza, qui chante une mélodie populaire et il retranscrit immédiatement cette mélodie sur un carnet. À la fin de la même année, il écrit d'ailleurs une lettre à sa sœur. Maintenant, j'ai un nouveau projet.
collecter les meilleurs chants traditionnels hongrois et les élever au rang de leader artistique en ajoutant le meilleur accompagnement de piano possible. De cette première rencontre avec le répertoire traditionnel naît une première publication en février 1905 où il va donc publier son fameux Piros Alma qui signifie donc la pomme rouge qui était cette chanson chantée par la jeune fille transylvanienne. La deuxième rencontre capitale a lieu l'année suivante, le 18 mars 1905 très précisément, qui est donc la date à laquelle il rencontre Zoltán Kodály, compositeur et ami fidèle pour de longues années. Kodály étudie depuis quelque temps déjà, d'une façon extrêmement sérieuse, les chants paysans, la structure des textes également. Ça va déboucher en 1906 sur un doctorat en littérature qui analyse justement la structure de ces textes populaires. Il a également à son actif quelques voyages dans les campagnes pour aller sur le terrain collecter ces fameuses chansons traditionnelles. C'est donc ici le début d'une grande collaboration entre Bartók et Kodály. L'année suivante, les deux vont lancer une souscription pour une collection complète de mélodies traditionnelles avec tout un appareil critique académique, universitaire. Ce premier projet débouche l'année suivante, en 1906, sur la publication d'un tout premier volume de 20 pièces avec accompagnement de piano. Il s'agit donc des 20 chansons folkloriques hongroises avec les 10 premières pièces de Bartók et les 10 suivantes de Kodály. En réalité, les deux auteurs ont simplement ajouté la partie de piano puisque le chant est évidemment collecté, transcrit depuis leurs explorations sur le terrain. Je vous propose d'écouter la numéro 4 ici. Pressentait déjà avec un certain pessimisme la préface signée par Bartók et Kodály, la plupart des Hongrois n'ont pas su garder une certaine naïveté pour apprécier cette nouvelle musique assez éloignée des goûts de l'aristocratie urbaine de l'époque. Le volume ne va pas connaître un réel succès puisque en réalité en 12 ans, moins de 150 copies seront vendues. On se trouve là face au dilemme des modernistes assez classique entre l'authenticité paysanne et puis une certaine sophistication urbaine. Malgré cette première déconvenue, il est évident pour Bartók que la musique paysanne est dépositaire de la véritable culture de la nation hongroise. Il va s'intéresser également aux musiques des autres minorités qui vivent dans la partie hongroise de l'Empire. Donc en 1906, il va voyager dans la partie slovaque de la Hongrie. Il va aller en 1908 aussi transcrire des musiques romaines et puis par la suite en Serbie, en Bulgarie et puis bien plus tard encore jusqu'en Afrique du Nord. Bartók et Kodály sont donc des pionniers de la recherche en ethnomusicologie. Ils vont transcrire, analyser et classifier tout un répertoire de mélodies, en réalité plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mélodies. Comment fonctionne ce travail de terrain? On peut prendre le cas de 1907 avec un voyage en Transylvanie, dans la province de Sik. Donc Bartók est accompagné d'un assistant local et puis il a avec lui des phonographes à rouleau qui permettent donc d'enregistrer les chants des paysannes. Vous voyez ici une photo justement de Bartók qui est en train de faire chanter à une paysanne une mélodie à travers un phonographe qui va enregistrer cette mélodie pour qu'il puisse la transcrire au calme par la suite. En analysant ce répertoire, Bartók va découvrir de nouvelles structures musicales qui sont préservées de la tradition classico-romantique et en particulier du système majeur-mineur de la tonalité. C'est pour lui évidemment une façon de trouver une nouvelle voix et de renouveler le langage musical qui commence à être un tout petit peu en crise au début du XXe siècle. Il va y découvrir également l'utilisation de gammes sans demi-ton, donc des gammes anémitoniques, ou encore l'utilisation de la gamme pentatonique qui compte 5 notes là où la gamme traditionnelle occidentale en compte 7. Bartók remarque également la cohabitation dans ce répertoire de deux styles très différents dans la musique paysanne. Le premier style, qu'il appelle un style plus ancien, utilise beaucoup le parlando, c'est-à-dire une rythmique qui est proche du rythme naturel de la parole, avec beaucoup de rubato et puis sans forme fixe particulière. À côté de ça, il y a un style plus nouveau, avec un tempo fixe, qu'il appelle d'ailleurs le tempo giusto, avec des formes qui contiennent des refrains ou des retours mélodiques. Le tempo y est donc extrêmement régulier et se rapproche des pratiques de la danse.
Je peux vous faire écouter ici un exemple de ces deux styles qui sont donc tirés des 8 chansons hongroises. Donc une première version dans le style ancien, à savoir avec un certain rubato, en tout cas qui doit être exécuté avec un certain rubato. Et puis on peut écouter du même recueil un exemple de style nouveau avec donc un rythme régulier, ce fameux tempo giusto. Ici, il s'agit essentiellement de transcription de chants, évidemment, mais ces mélodies peuvent aussi servir d'inspiration pour de nouvelles techniques instrumentales, de nouveaux accompagnements, de nouvelles formes. Bartók va d'ailleurs théoriser sa pensée dans de nombreux livres et articles. Un des articles où il explicite le plus clairement sa nouvelle théorie s'appelle « De l'influence de la musique paysanne sur la musique savante d'aujourd'hui » et date de 1931. Bartók y décrit 3 niveaux d'emprunt à la musique paysanne. Le premier, il s'agit simplement de simples citations des mélodies collectées avec un accompagnement simple comme on a déjà vu au préalable, ou alors un accompagnement plus élaboré qui va tirer sa substance de la mélodie elle-même. Si la mélodie contient par exemple des sauts d'intervalle de septième, donc une certaine hauteur de note, vous allez pouvoir retrouver cette chose-là, cette caractéristique dans l'accompagnement. Tout pareillement, les tournures spécifiques de la formation mélodique de notre musique paysanne d'Europe orientale nous indiquent de nouvelles possibilités d'harmonisation. Ainsi, le fait que nous utilisons l'accord de septième comme consonance doit être rapporté au fait que la septième apparaît dans nos chansons populaires pentatoniques comme un intervalle d'importance égale à celle de la tierce et de la quinte. Bartók compare ici évidemment l'utilisation fréquente en Occident de tierce et de quinte pour harmoniser des chansons à son utilisation de septième du côté de la musique hongroise puisque dans ces chansons-là on trouve beaucoup d'intervalles de septième. Il fait de même pour les accords de quarte, puisqu'en réalité les accords occidentaux classico-romantiques utilisent beaucoup de tierces et de quintes, mais lui va aller chercher dans cette substance mélodique l'utilisation de nouveaux types d'accords qui sont donc constitués de quartes. En plus, l'emploi fréquent de sauts de quarte dans nos vieilles mélodies nous a suggéré l'utilisation d'accords de quarte. C'est le même procédé. Nous essayons de mettre en harmonie ce que nous entendons en succession. Après cette première façon, qui est donc simplement l'utilisation de mélodies existantes, Bartók nous propose une deuxième, qui est le fait que le compositeur peut inventer une mélodie qui ressemble à un chant populaire. Il y a donc une sorte d'imitation ici. Enfin, il y a encore une façon de transmuer la musique paysanne en musique moderne. Le compositeur n'utilise pas la mélodie paysanne proprement dite, il invente plutôt sa propre imitation de cette mélodie. En fin de texte, il parle d'une troisième façon qui est pour lui d'ailleurs la plus créative pour la suite de toute sa carrière. Il y a une troisième possibilité de montrer l'influence de la musique paysanne dans une composition. Quand ne se dévoilent ni des mélodies populaires ni leur imitation, mais qu'elles imprègnent fortement la musique dans toute son atmosphère particulière. Nous pouvons dire alors que le compositeur a complètement absorbé en soi l'essence de la musique paysanne, qu'il en a fait sa langue maternelle musicale, qu'il la domine aussi parfaitement qu'un poète. En résumé, on a donc le niveau de la citation, de l'imitation et de l'assimilation. Je vous propose de voir un exemple de ce type de procédure qui date ici de 1920 avec une pièce pour piano tirée des improvisations sur des chansons paysannes hongroises. La première étape consiste donc à collecter avec son phonographe à rouleau la mélodie traditionnelle. On peut entendre ici l'enregistrement original fait par Bartók avec son phonographe de la paysanne qui chante cet air traditionnel. Dans
Dans un deuxième temps, Bartók va donc transcrire cette mélodie sur des fiches et puis la classer en fonction de sa propre méthode. Ensuite, Bartók s'attelle à l'élaboration de sa véritable pièce pour piano. Ici, il va simplement transposer le chant une quinte plus bas et donc vous voyez ici côte à côte la version originale transcrite du chant de la paysanne et puis la mélodie au piano qui respecte exactement le même contour mélodique. Ici, Bartók fait vraiment l'effort d'utiliser une harmonisation, un accompagnement dont les caractéristiques viennent de la mélodie elle-même. Vous voyez que la mélodie commence par une seconde descendante et donc il va utiliser cet intervalle de secondes pour en faire une nouvelle harmonisation dans la première strophe. La deuxième strophe utilise une nouvelle harmonisation qui est en réalité calquée sur la mélodie puisqu'il va appliquer des accords parfaits sur chacune des notes et donc on va avoir des accords parallèles, des harmonies parallèles qui vont totalement à l'encontre de l'harmonie fonctionnelle traditionnelle occidentale. Je vous propose d'écouter ici le début de cette improvisation sur des chansons paysannes hongroises. L'étude de la musique paysanne hongroise, qui est donc bien différente de la musique tzigane, renouvelle complètement le langage musical de Bartók. Et il s'agit donc d'une nouveauté totale. C'est en se servant de ces nouvelles découvertes que Bartók va écrire les chefs-d'œuvre des 3 décennies suivantes, avec évidemment sa technique qui va se développer encore, qui va ajouter de nouvelles spécificités. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Cette démarche va marquer de nombreux compositeurs dans la seconde moitié du XXe siècle où certains vont chercher l'inspiration ailleurs, dans les polyrythmies africaines, en Inde, à Bali, etc. Je vous remercie de votre attention tout au long de cette vidéo. Si vous voulez être tenu au courant des nouveautés, abonnez-vous. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu, laisser un commentaire ou encore me soutenir sur Utip. Je vous laisse en compagnie d'une des œuvres les plus célèbres de Bartók qui utilise donc des mélodies paysannes, les fameuses danses populaires roumaines.